Polysécure, épisode un peu plus juridique. Je suis accompagné de Solika. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien aussi. Et d'entrée de jeu, je veux dire, tout ce qu'on va dire n'est pas un conseil d'un avocat. Si vous avez besoin de vrais conseils, allez payer un vrai avocat pour faire ça ici. C'est pour vous informer et pour vous éduquer, pour vous aider à mieux comprendre, mais ça n'a pas valeur de conseil juridique, ce qui va se dire là. Faut pas que les gens se mélangent sur les intentions de ce qui va se parler là. Aujourd'hui, on parle loi 25. Ça fait un peu plus que 6 mois que les plus grosses dispositions sont en action. Dans ta pratique, c'est essentiellement ce que tu fais. Est-ce que tu as vu des choses particulières, des éléments? Comment tout ça se déroule? Parce que moi, c'est un peu plus abstrait, je te dirais, dans mon univers. Mais toi, c'est comme si c'est ton quotidien. Comment tu vois que les entreprises l'abordent? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des faux pas? Est-ce qu'il y a des choses particulières intéressantes, disons, à partager sur le sujet? Oui, ben, je pourrais peut-être commencer par me représenter. C'est pas la première fois que je viens sur ton podcast, mais peut-être bon point. C'est ça qui n'aurait pas regardé ou plutôt écouté les précédents podcasts. Je m'appelle Solika Monnier, je suis avocate chez Fasken et je me spécialise en protection des renseignements personnels, en cybersécurité et tout ce qui touche de près ou de loin à la loi 25 ou à des lois similaires. Donc, c'est vraiment mon core business. Là. C'est ce que je fais de manière très intensive depuis septembre 2021. J'accompagne des entreprises dans leur conformité à la loi 25. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as invité pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mon retour d'expérience, ben, je te dirais que il y a vraiment encore à ce jour 3 types d'entreprises et 3 types de positions par rapport à la loi 25. Il y a les entreprises qui n'ont pas encore commencé et qui nous contactent tout juste pour commencer leur mise en conformité. Donc ça, c'est sûr que ça existe, il faut en être conscient. C'est pas tout le monde qui a pris la vague, c'est pas tout le monde qui s'est préparé et qui est à l'heure. Donc ça, je te dirais que c'est le premier faux pas. Oui, ça moi, c'est mal, faut pas faire ça. Ça, c'est la chose à éviter là, autant que possible. Se cacher en espérant que ça s'applique jamais à nous, là, c'est pas une bonne stratégie. Là. Ouais, mais en fait, je te dirais que de mon expérience, c'est pas de mauvaise foi. Les gens étaient pas nécessairement au courant ou avaient sous-estimé justement le travail qui était nécessaire pour se mettre en conformité avec la loi 25. Puis ça pourrait être mon deuxième faux pas, c'est de ne pas sous-estimer les ressources en temps et en argent et en personnel qui va devoir être libéré pour vraiment mettre à bien un programme comme un programme de conformité à la loi 25. C'est un projet en soi, il faut vraiment le voir comme ça et non comme une liste de choses à cocher ou d'actions à poser qui par la suite vont vous rendre conforme à la loi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un exercice qui se détaille en plusieurs phases et il faut bien le faire parce que sinon, ben c'est simple, ça sert à rien. Oui, ben ça n'atteint pas les objectifs qui sont visés par la loi. Puis quand que l'organisme normatif va venir vous inspecter ou si vous avez un incident, c'est là où ça va venir vous faire le plus mal, justement, de cette incompréhension-là, de le faire correctement. Exactement. Donc ça, c'est pour le premier type d'entreprise. Le deuxième, c'est ceux qui ont commencé à l'heure, donc vers septembre 2022. Quelque chose comme ça. Mais qui, puis là encore, c'est empreint de bonne foi. C'est des entreprises qui ont eu d'autres priorités opérationnelles, ont peut-être eu des difficultés financières, ont eu des bloquants divers et variés et qui ont pris du retard et qui donc n'ont pas fini ou sont peut-être pas là où ils devraient être par rapport à d'autres entreprises similaires sur le marché ou d'autres organismes publics similaires sur le marché. Donc, ça, c'est le deuxième cas de figure. Puis c'est sûr que de mon expérience, la conformité, ça passe toujours en deuxième plan. Si on a, par exemple, un gros deal qui arrive, une grosse transaction, une super belle opportunité, on va toujours mettre à profit ces équipes sur ce projet-là et peut-être mettre la conformité de côté. Puis ça, c'est un commentaire qui ne s'applique pas juste à la vie privée, malheureusement. C'est ce que j'allais dire aussi. On le vit aussi en cyber, le fait qu'on est relégué au second plan quand on ralentit la capacité de l'organisation, notamment faire de l'argent, là, comme tu mentionnes.
mais tout ce qui peut ralentir le core business va justement, puis en conformité, c'est facile parce que c'est ça. Cyber, ça l'est rendu moins maintenant, mais encore là, je le vois encore régulièrement. Ça, on se fait tasser sur la voie d'évitement parce que on n'a pas de valeur ajoutée perçue par les entreprises. Puis ça, c'est important ce que tu dis, de valeur ajoutée perçue. Ça tente à aucun CEO, à aucun VP de mettre une coupe de dizaines ou de centaines de milliers dans sa cybersécurité, sa loi 25. Mais à the end of the day, quand on compare avec les sanctions, quand on compare avec aussi la dynamique à l'interne de l'entreprise, le niveau de conformité, tout ce qui en découle, c'est un investissement. Mais c'est plus difficile de le percevoir. Puis je pense qu'en tant que conseiller, il faut aussi l'accepter. Oui, je fais pas de crise de bacon quand que les choses ne vont pas exactement comme ça serait dans le monde idéal. Parenthèse, en cyber, ça fait longtemps qu'on est comme relégué au second plan. Fait que je connais certains professionnels qui l'ont mal vécu, le vivent encore très mal d'ailleurs, de ne pas être la priorité de l'entreprise, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas là, puis on ne sera jamais là non plus. Mais en même temps, on a de plus en plus de cas au Québec de fuite de données qui sont post-loi 25, donc maintenant vont tomber sous l'effet des sanctions. Fait que j'ai l'impression que ces éléments-là vont malheureusement aider l'adoption de ceux qui croient que c'est pas prioritaire. Exact. Puis là, il y a ma troisième catégorie d'entreprises. Eux, c'est les bons élèves. C'est ceux qui ont fini, donc qui ont commencé à l'heure, ils ont réussi à finir il y a quelques mois ou quasiment parce qu'il y a le dernier palier d'entrée en vigueur qui arrive en septembre 2024 avec le droit à la portabilité. Ou en tout cas le droit à la portabilité revisité. Et ça, c'est sûr que c'est la meilleure position parce que eux, ils sont à un état où ils peuvent vraiment consolider sur des acquis. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un rush pour analyser leur posture, pour remédier à leur posture, donc en adoptant des documents, des politiques de confidentialité, des politiques internes, etc. Et maintenant, ils peuvent peaufiner. Donc, réaliser dans le cadre de leurs opérations, par exemple, que on n'avait pas remarqué, mais on a aussi un formulaire de consultation médicale. On ne l'avait pas répertorié dans notre inventaire. Si on ne l'avait pas dans notre inventaire, on ne l'a probablement pas dans notre politique de confidentialité. Il faudrait peut-être qu'on la mette à jour. Donc, eux, c'est vraiment l'idéal de la position de conformité. Puis souvent, c'est des entreprises qui avaient déjà instauré des processus de conformité à l'interne, pas nécessairement sur le sujet de la protection des renseignements personnels. Ça peut être sur du droit du travail, sur toutes sortes de sujets cybersécurité. Il y en a qui avaient déjà des corpus de politique en cybersécurité. Donc, souvent, c'est eux les meilleurs joueurs parce qu'ils étaient habitués. Donc, ça a été un processus qu'ils ajoutent, mais c'était une habitude qu'ils avaient déjà, la mise en conformité. Ouais, et parce que de mon expérience, plus l'entreprise est grande, plus la probabilité qu'il fonctionne que ça dans ton troisième groupe est élevée, et vice-versa, plus l'entreprise est petite, plus c'est probable qu'ils vont être dans ceux qu'on pourrait qualifier de délinquants un peu insouciants dans ce sens-là. Est-ce que tu remarques la même chose dans ton quotidien? Oui. Je te dirais que puis je pense aussi qu'il y a un volet où les sanctions, la Commission d'accès à l'information, qui est donc l'organisme chargé d'appliquer les lois sur la protection des renseignements personnels au Québec, elle l'a mentionné, elle a dit, les sanctions vont être proportionnelles à la capacité de payer, à la grosseur de l'entreprise, sa réputation, ses activités. Donc, je pense que les attentes au niveau des entreprises qui sont plus sophistiquées sont plus élevées et à mon avis, c'est normal et c'est correct. Une PME ou une plus petite entreprise qui a beaucoup moins de moyens pour s'organiser et qui n'a jamais fait ça avant, c'est compréhensible qu'elle appartienne à la première catégorie, donc de gens qui n'ont rien commencé. Oui, c'est ça, puis c'est pas un jugement de valeur non plus parce que tu le mentionnes très bien. Un, c'est la connaissance, c'est la priorisation aussi qui est pas perçue parce que la plupart des grandes entreprises vivent déjà dans des régimes réglementaires ou légaux qui sont très exigeants. On va prendre le monde bancaire notamment qui est très régi en termes de loi au niveau canadien, mais aussi en termes d'accords et de choses internationales, les oblige. Donc, eux sont beaucoup plus confortables avec tout le volet conformité et tout ce que ça apporte. Et probablement, c'était les premiers de classe parce qu'ils étaient déjà probablement prêts à une partie ou à la totalité de loi 25 ou à les subtilités que ça a, contrairement à quelqu'un qui produit des chaises
une petite PME qui produit des chaises est probablement beaucoup moins probable qu'elle ait été confrontée avant loi 25 à un quelconque régime normatif qui l'oblige à faire ce genre de choses-là. Oui. Pour moi, le bénéfice, c'est la connaissance de tes informations. Ça, c'est vraiment, pour moi, le loi 25, en termes de mes yeux de cyber, c'est comme on doit savoir ce qu'on a dans les mains, ben, ça l'amène ce genre de réflexion-là. Et on découvre des choses, comme tu le mentionnais, là aussi. Ton commentaire est intéressant parce que c'est tout à fait vrai. Moi, les deux marchés que j'ai ciblés, qui étaient déjà les plus matures ou mûrs pour un programme de conformité loi 25, c'était des sociétés pharmaceutiques qui ont énormément de renseignements personnels et qui sont extra réglementés, et pas depuis hier, depuis plusieurs années, souvent qui ont une portée internationale. C'est rare d'avoir une société pharmaceutique sophistiquée qui a uniquement des activités au Québec. Et comme tu le mensonnais, le secteur financier, bancaire, tous ceux qui sont soumis à l'AMF ou à l'équivalent fédéral, qui, eux, sont soumis à énormément d'obligations réglementaires. Leurs obligations réglementaires spécifiques ont changé à peu près en même temps que la loi 25. Les pauvres. Et ça, c'est sans compter la charte de la langue française, qui touche pas mal d'entreprises qui sont établies au Québec. Donc, ça fait beaucoup. Le fardeau réglementaire devient quand même assez élevé au Québec. On s'en cachera pas. La charte de la langue française, ça n'existe pas vraiment aux États-Unis parce qu'ils parlent anglais déjà. Donc, il y a beaucoup aussi cette impression, puis qui est facilement compréhensible, des dirigeants d'entreprise ou de ceux qui sont appelés à devoir contribuer justement pour la conformité de leur entreprise, à se dire « et ça fait beaucoup avec la loi 25 ». Ouais, c'est un peu essoufflant, là. Puis plus la taille de l'entreprise est petite, plus justement l'essoufflement va être grand, là. J'ai vu les choses l'application de la charte de la loi française, en tout cas, bref. La langue française. Ouais, c'est ça. Je suis tout mêlé. Justement, celle-là, puis ça l'amène une autre surprise que les gens s'attendent pas. Il y aurait peut-être, dans ce cas-ci, un message aux législateurs, essayez d'organiser vos changements pour pas étouffer le monde, puis laisser le temps entre ceux-ci de se digérer, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre le coup en même temps. Là. C'est tough. Là. Non, effectivement. Donc, je pense que l'évolution de la conformité des entreprises en matière de loi 25 a souffert aussi du contexte plus large qui était la mise en conformité de plusieurs lois en même temps. Il y a quand même eu une entrée en vigueur de la loi en plusieurs paliers. Donc, elle a été sanctionnée en septembre 2021, mais elle a eu une entrée en vigueur entre septembre 2022 et septembre 2024. Donc, une fois en septembre 2022, la plupart des obligations en 2023 et le droit à la portabilité en 2024. Donc, il y a quand même eu cette dimension un petit peu plus empathique du législateur de dire on comprend votre réalité, on va vous donner du temps. Mais la réalité qu'on voit sur le terrain, c'est que dans les faits, c'est beaucoup plus long. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans l'application du RGPD, donc du Règlement général européen sur la protection des données en Europe, qui est entré en vigueur en 2018. Et à ce jour, pas toutes les entreprises sont conformes. On est 2024, oui. Oh ouais. Les avocats et les maths. C'est ça. Vous êtes pas en comptabilité, vous êtes dans un autre secteur. Oui, effectivement, là, c'est plusieurs années. Puis justement, puis basculer un peu, puis changer un peu de registre, parce que lors de l'application, puis maintenant, ce qui avance avec le temps, la commission d'accès, il y a eu de l'ambiguïté dans la loi elle-même. Il y a de l'ambiguïté parce que la commission d'accès, ça crée beaucoup d'éléments difficiles à gérer. Là, je parle encore plus pour les personnes qui n'ont pas de formation en droit, ça va être encore plus difficile, mais quand même des difficultés associées à toute l'application de tout ça. Puis comment tu le vois justement, puis pendant que les entreprises doivent te relater leur malheur aussi de compréhension? Là. Oui, ben en fait, c'est souvent de là qu'émanent nos mandats juridiques, d'avis juridiques. Mais oui, en fait, il y en a beaucoup, puis je pense que c'est normal, étant donné le caractère inédit de ce type de législation, ou en tout cas de réforme au Québec, parce que la loi existait déjà avant la loi 25. Je sais que tout le monde l'appelle loi 25, mais profitons-en, Nicolas Loïc, pour faire un rappel à l'effet que la loi 25, c'est une loi qui a modifié une loi existante qui s'appelle la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et la loi sur l'accès dans le public aussi.
Exactement. qui est le miroir. Fait que ça a majoritairement changé de là. Ça ne modifie plus que ça dans les faits, là, si tu veux, on veut vraiment être vraiment chose, parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été affectées, mais avec aucune modification significative, mais les deux lois significatives. Parce que moi, je vis beaucoup avec la loi sur l'accès. Là. Toi, tu vis beaucoup avec la loi sur le privé. Moi, c'est la loi sur l'accès qui ont des pas tout à fait les mêmes portées, les mêmes nuances d'ailleurs aussi. Là. Mais qui sont très similaires. Puis, en fait, je vis un petit peu plus intensité avec la loi sur l'accès également. Mais oui, c'est des lois qui sont très similaires. Après, c'est vrai que la plupart de notre clientèle va être plus du secteur privé, mais quand même. Mais bon, pour revenir à nos moutons, maintenant, cette clarification faite, ben, c'est sûr que la commission d'accès à l'information, qui est donc l'organisme qui est responsable d'interpréter, d'appliquer la loi, a aussi un mandat d'aider et de simplifier le tout pour les entreprises. Et la CAI n'est pas l'entité, ce n'est pas le législateur, ce n'est pas celui qui a créé la loi. C'est important de le dire, là, c'est une entité distincte qui a un mandat d'aider les entreprises à la digérer, à la comprendre. Puis je pense que ça aide aussi à avoir un petit peu plus de compréhension pour le travail de la CAI des fois. Il faut qu'elle aide un marché à comprendre quelque chose qu'elle n'a pas créé elle-même. Donc, partie de son mandat est de créer des lignes directrices pour justement aider les entreprises. Puis, cette année, on a eu les lignes directrices sur la validité du consentement qui sont sorties dans leur première version. Il y a eu toute une série d'appels à consultation. D'ailleurs, Fasken a fait partie des cabinets et des parties prenantes qui ont été consultées dans le cadre de cet exercice. Et de ce dernier, on est sorti un document de plusieurs dizaines de pages qui peut paraître plutôt compliqué et qui l'est. Et loin de moi l'idée de critiquer la CAI, je pense que son mandat est vraiment très délicat et très difficile, mais je pense qu'il demeure encore beaucoup d'incompréhension par rapport à la notion de consentement et comment on obtient un consentement au Québec, alors que c'est une des notions les plus importantes de la loi. La loi est basée sur un modèle de consentement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recueillir des renseignements, les utiliser si on n'a pas un consentement. Ouais, puis de toute façon, on va y revenir plus loin, mais c'est un des éléments les plus différents entre la RGPD et la loi 25, comment le consentement fonctionne. Puis je l'ai appris quand j'ai été invité à votre événement. Là, cette nuance-là m'était pas apparente, mais là, je la comprends un peu mieux d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a des grosses différences. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est les fameuses évaluations des facteurs de l'accès à la vie privée. On ne pouvait pas ne pas en parler. Non, on ne peut pas éviter là, ce sujet-là. Ça crée beaucoup d'émotions. Moi, dans ce que je vois, ça crée beaucoup d'émotions. Oui, moi aussi. On a le même retour sur expérience. Non, mais on en rit, mais c'est pas très drôle pour nos clients. Non, pour les praticiens, puis je parlais de mon expérience à moi, parce que moi, j'arrive du monde de l'analyse de risque, fait que l'analyse d'impact et tous ces éléments-là. Fait que moi, ces analyses-là de type EVP sont dans mon quotidien. Pas un EVP proprement dit, mais des activités qui y ressemblent de toute façon. Quand je vois les personnes dédiées à la protection des renseignements personnels apprendre ça, j'ai beaucoup de sympathie pour leur position parce que ils n'ont jamais été formés, ils n'ont pas d'expérience, puis ils arrivent là-dedans, puis on leur lance quelque chose qui comprennent pas trop. Dans certains cas, j'en ai guidé quelques-uns pour que la portée soit correcte, que ça soit pas excessif, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que si ça devient excessif, ça devient pas utile. Mais des années à guider là-dedans, mais je vois beaucoup de gens désespérés et un peu malheureux d'avoir affronté ça et d'inventer jusqu'à un certain point les façons de faire. Oui, ça c'est un sacré changement parce que comme tu le dis, c'est une analyse qui n'existait que dans le secteur public avant, ou en fait même à certains égards qui n'étaient pas vraiment réalisés. Mais maintenant, c'est vraiment une exigence dans la loi 25, donc dans la loi modificatrice. Et c'est très compliqué. Là. On va pas se le cacher. La CAI a sorti un guide pour aider les entreprises et les organismes publics à faire ce genre d'évaluation. C'est un guide qui a été mis à jour récemment en avril dernier, qui fait de mémoire une 60aine de pages.
Oh là là. Suite à la mise à jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui paraît très, très, très exhaustif et très lourd d'un point de vue administratif et qui, pour autant, est obligatoire dans une panoplie de situations, mais qui relève vraiment de situations assez triviales, comme par exemple, dès qu'on a une communication à l'extérieur du Québec, techniquement, il faut faire un EFVP. Donc, dès qu'il y a des renseignements personnels impliqués. Mais ça peut viser des situations aussi banales que, j'engage un nouveau prestataire de service pour tester le niveau de satisfaction de mes employés et j'ai des renseignements dépersonnalisés qui sont utilisés dans le cadre de l'application ou de la plateforme, peu importe. Et le prestataire est situé à l'extérieur du Québec, je dois faire une EFVP. Mais ça, si on le prend juste dans ce cas isolé, ça peut paraître justifié. Mais si on prend en compte la situation d'une entreprise qui va avoir des centaines, parfois des milliers de fournisseurs de services qui ne sont pas basés au Québec parce qu'on n'est pas un village gaulois au milieu de la France comme dans certaines BD, ça devient très, 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 très lourd de faire ces évaluations-là à chaque fois. Puis, les prestataires de services, c'est un exemple parmi d'autres parce que il n'y a pas d'exception dans la loi pour une communication à l'extérieur du Québec pour, par exemple, un autre organisme public. Donc, si, je sais pas, j'ai un abonnement au barreau d'Ontario et qui ont besoin de renseignements personnels sur moi, et qui sont détenus par mon employeur, ce serait possible qu'il faille que je fasse une EVP. Donc, tu vois l'éventail de situations qui peut être visé par l'obligation de faire une EVP, ça fait en sorte que les clients se trouvent très démunis par rapport à leur envie de respecter la loi, mais la difficulté en pratique de tout stopper. Tu sais, on parlait des priorités opérationnelles, financières et autres. Des fois, ça devient difficile de sous-peser l'obligation avec la réalité. Bah, tout à fait. Là. De toute façon, moi, la façon que j'ai réussi c'est dans des plus grandes entreprises, c'est justement de réussir à imbriquer ça dans le processus de gestion de risque. Comme l'information, elle est similaire à certains égards, on vient ne plus dupliquer l'effort, parce que ça aussi, ça arrive. J'ai vu dans certains endroits où les gens en PRP arrivent, font leur travail, puis les gens en cyber, en risque, arrivent, font leur travail. Quand il y a quand même un croisement dans les informations qui sont recueillies ou la façon que c'est recueilli, on peut accélérer. Fait que pour les grandes entreprises, il y a cet avantage-là si c'est bien fait. Pour les petites entreprises, comme ils ne faisaient pas d'analyse de risque avant, ils en feront pas plus maintenant. Puis j'ai compris aussi là, à certains égards, parce que c'est quand même malheureusement, ça peut paraître très lourd. Et le FVP vient là les obliger à faire ce genre de choses-là selon. Puis clairement, ce que j'ai vu les documents, parce que ça fait beaucoup d'années que je fais de l'analyse de risque, il n'y a pas une compréhension fine de la CAIV pour adapter les processus pour. Parce que oui, tu dis des choses triviales, mais en même temps, ça doit prendre, si c'est quelque chose de trivial, ça doit prendre 5 minutes à faire. Mais ton document que tu parles, il ne prend pas 5 minutes à faire. Là. Non, effectivement. Puis juste pour le décortiquer, puis être capable de s'en faire un qui est peut-être un petit peu plus user-friendly pour certains projets, ça aussi, ça prend du temps. Mais oui, les PME n'ont pas le temps de faire ça non plus. On parle encore du luxe des grandes organisations de réadapter et d'accélérer l'application de l'FVP pour leur situation, qui est encore là peu accessible aux plus petites entreprises, qui doivent être pas mal inquiètes d'ailleurs par rapport à ça. On a pas mal de PME au bureau, puis on trouve des solutions, mais c'est sûr que il y a toujours de la gestion de risque qui est faite, là, pour reprendre tes termes, parce que c'est rare une PME qui a les moyens d'être parfaite. Ou en fait, c'est quasi inexistant. Oui, c'est impossible. C'est un peu le malheur de tout ça. Là, on a basculé, on a parlé un peu du RGPD aussi. On allait un peu plus loin parce que les choses, puis j'ai beaucoup apprécié justement de l'événement que j'ai été invité. De cette approche-là beaucoup plus approfondie que vous avez prise justement sur la différence entre le RGPD et la loi 25. Parce que pour plusieurs, moi inclus, j'ai eu longtemps la perception de « Ah non, mais c'est égal, si on était à un, on est égal à un, on est égal à l'autre. » Et mon plus grand regret, la plus grande tristesse, c'est d'apprendre que le consentement
ne fonctionnent d'aucune façon de la même façon des deux côtés de l'océan. On n'est pas dans le même univers. Il y a pas d'implicite au Québec. Il n'y a pas tant d'implicite au Québec, contrairement à ce qu'il peut y avoir en Europe dans l'application du RGPD. Là. Exact. Puis ça, c'est une des fausses conceptions les plus répandues. Très souvent, on a des clients qui nous arrivent. Bonjour, oui, nous avons fait absolument tous les processus et on a implanté tous les requis dans le cadre du RGPD, donc ça devrait être une question de petits ajustements. Oui, pas vraiment. Dans les faits, malheureusement, de par la différence culturelle entre l'Europe et l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et à certains égards, ou en fait à plusieurs égards, la loi 25 est tout simplement plus stricte que le RGPD. Mais à d'autres égards, la loi 25 est simplement différente. Et le consentement en fait partie. C'est une des exigences sur lesquelles la loi 25 est simplement différente. Au Québec, on a un modèle basé sur le consentement. Donc, soit on a un consentement implicite, soit on a un consentement express. Si on n'a pas de consentement, il faut se baser sur une exception au consentement. Mais ça n'existe que lorsqu'on est en train d'utiliser ou de communiquer un renseignement. Là, je vais expliquer parce que je sais qu'on perd beaucoup de gens. En matière de collecte, on recueille des renseignements personnels. On est capable de se baser sur un mécanisme où on obtient un consentement par l'effet de la loi. Donc, ça, c'est la plupart des situations. Très, très souvent, on demande un consentement au moment où on recueille des renseignements personnels auprès d'une personne. Ça devrait être, pour la plupart des organisations, le choix numéro 1. Si par contre, j'ai recueilli des renseignements personnels, je fais un projet et le projet implique des nouvelles utilisations ou des nouvelles communications de renseignements personnels qui n'étaient pas prévues au moment où j'ai collecté le renseignement personnel, il me faut un nouveau consentement parce que la personne ne le sait pas. Et à ce moment-là, on peut se baser dans certaines situations sur des exceptions au consentement. Mais en matière de collecte, on demande toujours le consentement. Dans le RGPD, il y a des bases légales. Et une des bases légales est le consentement. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'au Québec. Et ça fait en sorte que quand on essaie de rédiger des politiques, des documents ou quand on fait des pratiques, eh bien, on peut pas adapter une politique, ou en tout cas très difficilement. Tout dépend du contexte. On peut pas juste simplement ajouter un addendum loi 25 parce qu'il faut adapter, il faut faire quelque chose différemment. Si bien que dans les faits, la première discussion qu'on a avec le client, c'est pas combien ça va coûter pour adapter la politique, c'est est-ce que tu veux avoir deux manières de te conformer à la loi qui sont différentes en fonction du côté de l'océan sur lequel ton entité se trouve. Parce que souvent, c'est dans une dynamique de filiale avec une société mère qui peut être, par exemple, en Europe, une filiale au Québec ou inversement. Donc, il faut faire très, très attention. Oui, ça peut faciliter, notamment en lien avec la conversation qu'on avait au début de notre conversation, parce on connaît la conformité, on a des processus, on a des personnes en charge, mais le tour est loin d'être joué, là. En termes de différence, tu parles de consentement, mais il y en a d'autres aussi, d'autres différences importantes entre les deux? Oui, ben oui. On retourne sur nos EFVP hors Québec. Oui, oui. Mais ça, c'est un commentaire éditorial, mais quant à moi, c'est le RGPD qui a lancé cette tendance protectionniste dans le monde légal de la vie privée. Et maintenant, elle se fait réutiliser partout. On le voit au Québec avec notre loi 25 qui est très basée sur le RGPD, malgré les différences dont on vient de parler. Là, on a un projet de loi au fédéral. Non, là, on n'a pas encore les EVP qui ont été prévus. Mais on a quand même une volonté de se concorder avec ce qui a été prévu au Québec. Donc, c'est un petit peu comme un mauvais virus qui se répand un petit peu partout. C'est des blagues, évidemment. Là, je veux pas critiquer aucun législateur. Mais non, c'est ça. Les différences entre les deux sont quand même importantes malgré ce que les gens croient. C'est-à-dire qu'en Europe, pour pouvoir communiquer des renseignements personnels à l'extérieur de l'espace économique européen, il faut rentrer dans une ou l'autre des catégories et notamment, la plupart du temps, les entreprises se basent sur ce qu'on appelle des SCCs, donc des
Standard Contractual Clauses. Et c'est des clauses qui sont annexées à la fin de DPA, donc des Data Processing Agreements, et qui permettent de mettre en place des mesures pour être en mesure de s'assurer que le renseignement, une fois communiqué, va avoir une protection équivalente dans les grandes lignes. Au Québec, c'est une EFVP où il faut étudier le régime de l'état juridique de destination. Donc, il y a une analyse de droit comparé à faire par rapport au lieu où les données s'en vont. En Europe, il y a une liste de pays qui a été déterminée comme étant correcte, adéquate, en vue selon le RGPD. Donc, il y a vraiment un facilitateur qui a été donné par les autorités européennes, au contraire de ce qui est imposé aux entreprises au Québec. Et ça, c'est aussi une source de pas mal d'irritation au Québec, cette analyse. Puis pour ce volet-là, ce que je vois, ce qui se dessine, c'est qu'ils prennent les entreprises prennent des raccourcis et ils vont utiliser la liste européenne comme étant une façon de y aller rapidement. Puis je vois ton soupir, là. Ouais. Parce que c'est pas le même régime juridique qu'on étudie. Après, je pense que ça peut être un bon indice, mais c'est un raccourci qu'on peut emprunter, mais on peut pas se limiter à prendre ce raccourci. Il y a aussi d'autres choses à faire. En matière de EVP, on l'a dit, je pense que c'est très, très difficile d'être capable de faire des EVP dans toutes les situations qui le requièrent, surtout pour les plus petites entreprises. Donc, ça peut être un outil pour faciliter ou simplifier, mais je pense qu'il faut être conscient aussi des différences entre les requis des deux lois, entre le RGPD et la loi 25. Notamment, oui, c'est beaucoup plus nuancé que ça, là, mais j'avais vu ce raccourci-là en action. Notamment. Ouais, mais peut-être que le gouvernement va nous sortir une liste de pays adéquats dans quelques années. Peut-être peut-être plus la CAI, j'imagine qu'il va sortir ça que le gouvernement, là, étant donné que ça. Puis d'ailleurs, j'étais à un autre événement qui mentionnait, puis là, je débarque du RGPD, mais j'embarque avec la CAI, qu'il y a eu une interprétation de la CAI qui n'est pas tout à fait alignée avec la loi. Ça, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Là, j'étais allé à un événement à l'Université de Montréal, puis j'avais été un peu, parce que je suis pas ça de proche, mais ça m'avait un peu étonné de voir que l'interprétation était pas la même, disons, que la loi, là. Ça, je pense que tu fais référence à un document d'interprétation du SRIDEL. Est-ce que c'est possible? Je sais pas plus précis que ça, parce que là, quand je suis dans un événement avec des avocats, ma capacité de compréhension, des fois, elle rate un peu. C'est pas mon univers, là. C'est un événement qui était sur l'anonymisation, puis je trouvais ça très pertinent, là, mais c'est dans un contexte de celui-là puis justement de m'aider à comprendre les effets de l'anonymisation, là, puis chapeau à l'Université de Montréal d'avoir fait un événement public avec ça. Ouais. Mais c'est quand même un élément intéressant parce que au Québec, il y a deux autorités qui vont fréquemment publier des documents d'interprétation pour aider les organisations à comprendre ce que la loi 25 implique. Il y a la CAI, on en a longuement parlé ensemble, et il y a le SRIDEL, donc le Secrétariat à la réforme législative, et etc., qui découle directement du gouvernement, donc du palier exécutif. Et le rôle des deux se ressemble à plusieurs égards. Je sais que sur le site du SRIDEL, ils ont publié un document pour faire la différence entre les deux, donc pour vraiment bien distinguer les mandats. Mais dans les faits, il est possible, en théorie, qu'un document du SRIDEL aille en contravention avec un document de la CAI. Par contre, on crachera pas dans la soupe. Moi, j'apprécie le plus de guidelines, le plus de lignes directrices qu'on peut avoir, on va les prendre. Mais oui, c'est une possibilité. Ouais, non, c'était pas dans cette perspective. C'était pas dans ce sens. C'était un document qui venait aider, mais qui était un peu en contradiction avec comment on peut interpréter la loi. Mais bref, de toute façon, plus qu'on a d'aide là-dessus, puis ça t'es bien de le rappeler, plus qu'on est capable d'avoir des choses qui nous aident à interpréter cette loi-là qui est quand même assez complexe, somme toute. Ou est-ce que les modifications qui sont apportées dans les différentes lois, quand même assez complexes à bien des égards. Donc, justement, nous aider à naviguer là-dedans. Surtout que la différence avec les anciennes lois, c'est que puis la modification de la loi 25, c'est que maintenant, il y a des pénalités, puis c'est vrai. Avant, les lois étaient pas vraiment respectées parce qu'il n'y avait pas de poignées pour les faire respecter. Maintenant, les poignées sont là, puis ils peuvent faire davantage que c'était le cas avant. Là.
notamment, là, mais plus les modifications de type RGPD, pour reprendre ton chose d'Israël, les modifications de type RGPD qui se sont inscrites dedans, comme on voit, C27 au fédéral aussi, qu'il y a beaucoup de coloration RGPD qui est à l'intérieur, plus les adaptations qui sont les nôtres là, au Canada. Là. Exact. Mais malgré qu'on n'a toujours pas eu de sanctions au Québec suite à l'entrée en vigueur en septembre 2023, donc restera à voir quelle approche la CAI va avoir à l'égard des sanctions, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont tout de suite collaborer avec les entreprises, les aider à se conformer, est-ce que ça va tout de suite être des sanctions administratives pécuniaires, donc vraiment un montant d'argent à payer, parce qu'il y a quand même un mécanisme pour pouvoir prendre un engagement avec la CAI et donc ne pas se faire sanctionner. Puis il y a tout le volet aussi réputationnel. C'est sûr, c'est mieux d'avoir un engagement qu'une sanction. Donc, reste à voir comment la CAI va prendre ce nouveau pouvoir de face, puis à voir si on va se distinguer de la culture européenne. Où vraiment, on a vu des sanctions là, qui n'allaient pas de main morte en milliards de dollars par rapport aux géants du numérique. On a une approche qui est d'habitude un petit peu plus capitaliste en Amérique du Nord. Donc, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus mesuré aussi dans l'application de la loi. On attend toujours de voir. Ouais, ben ça va être intéressant. Puis là, au moment où on enregistre, il y a déjà quelques gros cas publics qui sont devenus publics, justement, qui vont amener la commission d'accès à se positionner, donc de commencer à avoir un début de jurisprudence qui va commencer à émaner de ça. Fait que ça va être intéressant de voir parce que il reste qu'on appuie beaucoup sur la jurisprudence ici. Là. On est moins un peu moins directif qu'on peut retrouver en Europe, notamment. Là. Exact. Puis de ce que j'ai vu de la jurisprudence antérieure, parce que la CAI, évidemment, faisait plusieurs décisions. Là, elle avait beaucoup de jurisprudence, même avant la loi 25. Il y a vraiment une attention qui est portée aux cas qui sont dans les médias, parce que très souvent, dans certaines situations qui ont été très médiatisées, la commission d'accès à l'information le mentionne. C'est pas suite à une plainte, c'est un cas médiatisé et on s'est intéressé de notre propre chef à cette situation. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt de la commission d'accès à l'information par rapport à des cas qui sont médiatisés, absolument. Oui, mais de ces cas-là, il y a de toute façon une divulgation obligatoire à la commission d'accès maintenant aussi, ce qui change beaucoup la donne. Là. Fait que s'il y a eu divulgation médiatique sans annonce à la commission d'accès, ça pourrait peut-être être des facteurs qui sont défavorables à l'entreprise qui s'est fait prendre dans ces circonstances-là. Donc, suivez la loi, suivez la loi, parce que dans le cas que vous êtes médiatisé, la commission d'accès sera beaucoup moins indulgente avec vous si vous n'avez pas suivi les processus de base. Puis ça en fait partie des éléments de conformité, c'est d'avoir un processus de gestion des incidents de confidentialité qui est très important d'ailleurs, là, ce qui était inexistant pour tout le monde, là, j'ai l'impression avant. Là. Ouais, mais en fait, c'est que je référais aussi à des situations qui sont beaucoup plus larges que les simples incidents de confidentialité. Mais ton commentaire est tout à fait valide, là, si vous avez une obligation de divulgation. Ouais. Contacter un avocat, votre assureur. Oui, notamment. De toute façon, pour moi, d'un point de vue cyber, l'assurance cyber est un outil très utile parce que justement, elle donne accès aux entreprises qui ont moins de moyens, l'accès à des experts à moindre coût, justement pour être capable de prendre un événement d'un incident de sécurité notamment et qui soit géré selon les règles de l'art, même si la conformité n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qui pourrait être attendu dans les circonstances. Exact. Une façon de transférer le risque. Plus en fermeture, as-tu des conseils à donner justement pour aider les entreprises à mieux se conformer ou à prioriser ce qui doit se conformer, justement, parce que là, on est toujours dans un univers de ressources limitées. Fait qu'il y a toujours des choses qui sont plus pressantes à faire que d'autres. Mais mon conseil, il peut paraître contre-intuitif, mais c'est de faire les choses dans l'ordre et de pas se pitcher. C'est-à-dire, très souvent, on arrive vers nous, on nous dit, est-ce que je pourrais avoir une politique loi 25? Puis là, on leur explique,
hey, c'est vraiment plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment une série d'items. Il faut octroyer des rôles et responsabilités au sein de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut le voir de cette manière-là parce que d'implanter une politique, mais de ne pas faire de formation, par exemple, c'est pas très utile, dépendamment de la taille de l'entreprise. Donc, si on a juste 5 heures à mettre ce trimestre-ci, mais mettez 5 heures, mais au bon endroit. C'est-à-dire commencer par le début. On désigne les personnes qui vont s'occuper de la conformité à l'interne. On leur libère peut-être 1-2 heures par semaine, dépendamment des besoins. On les forme, on leur explique c'est quoi leur rôle. Et ensuite, on se lance dans la création de politiques, si c'est ça la prochaine étape. Donc, c'est de ne pas se précipiter et de se faire accompagner, quitte à y aller à son rythme. C'est vraiment ça, là. C'est que ça sert à rien d'aller chercher un template en ligne sans accompagnement si, dans les faits, on n'a aucune garantie que, premièrement, ça va être conforme à nos activités puis que ça va être adapté à notre contexte. Et qu'en plus, on fait juste simplement le mettre dans un document interne au sein de notre dossier personnel sur notre ordinateur, mais qui ne sort plus jamais de là. Il faut s'assurer qu'il est modifié, que les gens le connaissent. Donc, de vraiment bien faire les choses. D'augmenter la culture tranquillement des différentes organisations. C'est très bien. Merci énormément de ta contribution. C'est toujours très intéressant parce que tu amènes une couleur très, très personnelle à tout ça et de partager justement ton expérience pour aider un peu à faire progresser l'état de l'art pour que les cas faciles ne soient plus faciles, que ce soit juste des cas difficiles à l'avenir. Merci beaucoup pour ton invitation. Au plaisir.